Parfait. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette Xème conférence en ligne. Un grand merci à vous, Monsieur Goldman, d'être présent et un grand merci à Edouard d'avoir permis de vous avoir aujourd'hui parce que je pense que vous êtes une telle sommité au niveau mondial que je pense que sans l'intervention d'Edouard, on aurait quand même eu des difficultés à vous avoir. Donc, c'est une grande chance de vous avoir, surtout que c'est un sujet brûlant d'actualité. Donc, on est vraiment très content. Alors, je vais peut-être juste un petit peu résumer votre profil et votre parcours. Vous êtes vraiment, j'ai quand même envie de dire, une sommité mondiale en matière d'immunologie, biologie clinique. Vous êtes bien entendu docteur en médecine et docteur en immunologie. Et vous avez eu un très, très beau parcours. Vous avez créé pas mal d'associations dans le domaine de l'industrie, de la pharmacologie, on va dire. Alors, donc vous avez été chef du service d'immunologie, hématologie et transfusion de l'hôpital Erasme de 1990 à 2008. Et puis après, vous avez créé une série d'instituts. Vous avez fondé en 2004 l'Institut d'immunologie médicale de l'ULB à Charleroi. De 2009 à 2014, vous avez été le premier CEO de l'IMI, donc Innovative Medicines Initiative, qui était un partenariat entre la Commission européenne et la Fédération européenne des industries pharmaceutiques. Et donc, si j'ai bien compris, ce consortium public-privé a été doté d'un gros budget, donc 2 milliards d'euros, afin de financer des avancées majeures dans le domaine pharmaceutique et ainsi de pouvoir concurrencer l'industrie pharmaceutique américaine. Donc ça, c'est très important comme organisme. Puis vous avez ensuite fondé I3H, l'Institut pour l'innovation interdisciplinaire en soins de santé, donc LVLB de Bruxelles. Et vous dirigez toujours actuellement donc cet organisme qui a pour but, si j'ai bien compris, de développer les techniques et les connaissances et les échanges d'informations de la santé de façon transversale, puisque souvent on travaille un petit peu trop de façon verticale et au sein de cet institut, on essaie de rassembler toutes les informations qui viennent de gauche et de droite. Et c'est dans ce cadre notamment que vous travaillez avec Edouard Coffin, notre président, puisqu'il fait partie du comité d'experts de cette association I3H. Alors, vous êtes actuellement également professeur à l'ULB, où vous enseignez l'immunologie médicale et la pharmacothérapie. Vous avez aussi créé un master en médecine collaborative. Et puis, alors, j'ai envie de dire clôturer tous ces beaux prix, vous avez aussi, vous avez évidemment écrit beaucoup d'articles et vous avez été membre, comme vous êtes membre de nombreuses associations et commissions actives dans la recherche scientifique, vous avez reçu différents titres honorifiques. Comme il y en a de nombreux, je ne vais pas tous les citer, mais notamment, vous avez eu le titre de docteur honoris causa de l'Université de Lille. Et donc, vous connaissez bien notre président, puisque notre président étant également un grand scientifique, vous vous êtes côtoyés un petit peu durant toute votre vie, travaillant tous les deux quelque part dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Alors, aujourd'hui, vous allez donc nous parler d'un sujet qui nous concerne évidemment tous et qui nous inquiète beaucoup, c'est le Covid-19. Alors, en attendant les traitements et les vaccins, comment le gérer? À vous la parole. Voilà, avant tout, je vous remercie de votre invitation. C'est un grand plaisir d'avoir l'occasion de vous parler de ce qu'on sait, peut-être aussi de ce qu'on ne sait pas à propos du Covid-19. Et bien entendu, je remercie particulièrement Edouard, qui est quelqu'un qui, au fil de ma carrière, m'a, disons, beaucoup apporté, m'a notamment permis de mieux appréhender le monde de l'industrie. Vous savez que le monde de l'industrie et le monde de l'université doivent apprendre à se parler encore aujourd'hui et disons certainement qu'Edouard a joué un rôle très important à cet égard. Donc pour revenir au sujet du jour, ce que je vais essayer de faire, c'est brièvement de vous parler de ce que je considère comme important dans ce qu'on doit savoir sur le Covid-19 et peut-être aussi mettre en évidence ce que l'on ne sait pas. Et puis à partir de là, de vous parler finalement de la situation où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que ce que nous faisons est bien? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Et aussi d'essayer d'anticiper autant qu'on puisse ce que sera notre futur dans les mois, voire les années qui viennent. Alors, commençons par ce que l'on sait. Alors ça, c'est, disons,
un succès remarquable de la science des dernières années, quand on se dit que les premiers cas ont été décrits en Chine en décembre, et bien dès le mois de janvier, grâce d'ailleurs aux chercheurs chinois, on avait identifié le virus, on avait identifié son génome. Très rapidement, des tests diagnostiques du virus ont pu être développés. Très rapidement aussi, en fait, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des vaccins dans le pipeline des industriels, donc la recherche initiale a été entamée. Et puis, on a mieux compris comment ce virus, disons, pénétrait dans l'organisme. Et c'est intéressant d'indiquer ici qu'un peu comme le virus du sida, qui utilise des récepteurs particuliers au niveau de nos globules blancs, de lymphocytes, eh bien, ce virus-ci utilise un récepteur qui est exprimé à différents endroits de l'organisme, en particulier au niveau du poumon, mais aussi en bordure de tous nos vaisseaux. Et c'est un récepteur qui, en fait, va fixer une hormone qui est importante pour la régulation de la pression artérielle. Et en fait, ce virus, si vous voulez, a quelque part utilisé, exploité l'existence de ce récepteur pour pénétrer dans nos cellules, dans nos organes, dans nos tissus et induire les dégâts que vous connaissez. Alors, l'autre chose que l'on a aussi, qui est bien établie, c'est l'extrême contagiosité de ce virus. C'est ça qui en fait, disons, une des caractéristiques essentielles qui explique aussi la situation désastreuse, catastrophique que l'on a connue. Et cette transmission, on sait qu'elle se fait essentiellement sous la forme d'aérosols, sous forme de gouttelettes de différentes tailles qui vont, disons, circuler et que nous émettons lorsque nous toussons, lorsque nous éternuons, mais aussi lorsque nous parlons. Et on sait que ce virus, effectivement, peut se retrouver pendant des périodes qui ne sont pas encore bien définies, mais quand même qui peut se retrouver au niveau de la peau et se transmettre par le contact physique également. Alors, je reviendrai sur les individus qui transmettent le virus, mais d'abord, je voudrais dire aussi quelques mots de l'expression clinique de la maladie. Puisque, comme vous le savez, le poumon est la première cible. Les pneumonies induites par ce virus peuvent être dévastatrices. C'est elles qui conduisent les patients dans les unités de soins intensifs au respirateur et qui, malheureusement, dans un certain nombre de cas, conduisent, comme vous le savez, au décès. Alors, je pense que ce qui est très important, c'est de réaliser que nous apprenons encore tous les jours sur les dégâts que cause ce virus. Donc, on a vu qu'à côté de la pneumonie, il y avait des symptômes bénins mais très fréquents, comme la perte du goût et de l'odorat. Et puis, petit à petit, on a découvert d'autres expressions de la maladie qui finalement est de ce virus qui peut attaquer le cœur, qui peut attaquer les reins. Vous avez entendu cette forme rare de vasculite, ce qu'on appelle le syndrome de Kawasaki, qui a été décrit chez certains enfants. Et donc, il faut savoir qu'on va certainement encore découvrir d'autres manifestations cliniques et surtout, ce qu'on va devoir apprendre, c'est les conséquences à plus long terme, en particulier chez les gens qui ont souffert de formes, disons, significatives de l'infection. Il faut s'attendre à ce que certains patients développent des formes, disons, des maladies chroniques ou en tout cas des lésions qui persistent au niveau du poumon. On craint aussi au niveau des reins, au niveau du cœur. Ça n'est pas encore bien connu. On espère que ce soit relativement rare, mais ce sont des choses très importantes. Et j'en parle ici, évidemment, tout en essayant d'éviter d'induire des inquiétudes inutiles, mais aussi parce que ça explique pourquoi il est tellement important de savoir qui a été infecté. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on peut avoir été infecté de façon vraiment très légère. Moi, je connais au moins 2 cas
de jeunes femmes qui ont simplement eu pendant 2 jours une perte de l'odorat, et puis 15 jours ou 3 semaines plus tard, qui ont développé un tableau beaucoup plus sérieux, avec des atteintes à la fois de la peau et des vaisseaux. Donc, c'est un point sur lequel on viendra. Alors, moi, je vous ai décrit très rapidement, je vous ai brossé un tableau, disons, de l'hétérogénéité des manifestations cliniques. Alors, bien entendu, il y a des formes beaucoup plus bénignes, dites paucisymptomatiques, et surtout, il y a des formes asymptomatiques. C'est un point très important quand on va revenir sur, disons, la transmission. Donc, on pense que ce n'est qu'un individu sur 5 qui, suite à une infection par le virus, va développer, disons, une vraie maladie significative qui va le faire réellement souffrir. Donc, dans la grande majorité des cas, eh bien, les maladies sont dites soit asymptomatiques, on n'a pas eu de symptômes du tout, et c'est le cas de nombreux enfants infectés, soit on a eu très peu de symptômes qui auraient pu passer inaperçus. Moi, je ne fais plus de consultation, mais j'ai beaucoup de collègues qui me disent que souvent, ils doivent creuser à l'interrogatoire pour retrouver un signe de l'infection par le Covid-19, par exemple, comme je le disais, un trouble du goût ou de l'odorat. Donc, c'est très important parce que dans la transmission du virus, on pense que très souvent, ce virus est transmis par des gens qui n'ont pas de symptômes. C'est un point qui est encore un peu en débat pour les enfants. Vous savez qu'on a cru pendant longtemps que les enfants étaient de grands, disons, contaminateurs. Ça n'est plus du tout sûr aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'on est très, disons, contagieux au moment avant que l'on développe les symptômes. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va développer une pneumonie qui l'amène aux soins intensifs, en fait, il va surtout être contagieux dans les quelques jours qui vont précéder sa toux ou sa fièvre, donc avant qu'il y ait la moindre manifestation de la maladie, dans les quelques jours qui suivent. Ça, c'est évidemment très important parce que ça explique pourquoi, lorsqu'on discutera rapidement du tracing, du testing, il était très important de repérer ces individus qui, en fait, ne sont pas encore malades. Ils ne savent pas qu'ils vont le devenir, mais c'est à ce moment-là qu'ils sont sans doute le plus dangereux en termes de transmission de l'infection. Ce que l'on sait aussi, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement efficace. Donc, juste un mot de l'hydroxychloroquine, on pourra y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Mais donc, hier, l'Organisation mondiale de la santé a formellement recommandé d'arrêter l'administration de ce médicament qui, en fait, semble surtout avoir des effets néfastes, en particulier au niveau cardiaque. Alors, on pourra revenir sur l'hydroxychloroquine parce que peut-être qu'il reste certaines situations où elle pourrait être bénéfique, mais jusqu'ici, on peut se dire qu'on n'a pas de traitement avec une efficacité prouvée. Il y a un médicament qui avait été développé contre le virus Ebola qui a montré quelques signes, disons, d'effets favorables, mais qui sont tout à fait mineurs, c'est ce Remdesivir. Pas de traitement, mais ce que l'on sait, et on y reviendra à propos des tests, c'est que à la suite d'une infection, on développe des anticorps, qui sont ces molécules qui permettent a priori de nous défendre contre le virus, et certains anticorps dits neutralisants, qui neutralisent le virus, effectivement peuvent empêcher le virus de pénétrer dans nos cellules. Alors aujourd'hui, on pense que les individus immunisés, dans leur grande majorité, sont protégés. On ne sait pas encore exactement pour combien de temps et on ne sait pas non plus si cette protection est absolue. Et donc, j'en viens à ce que l'on ne sait pas encore. Je vous ai parlé des conséquences à long terme. J'ai commencé à vous parler des réponses du système immunitaire. Et je pense que là, quelques mots, puisque c'est ma discipline, il faut comprendre qu'on se défend de différentes manières vis-à-vis des virus. Et une des manières dont on se défend, c'est en produisant une forme d'hormone du système immunitaire qu'on appelle les cytokines. Il semble aujourd'hui que certaines cytokines, chez les gens qui font les infections les plus graves, ne sont pas produites en quantité suffisante.
Et c'est là peut-être qu'on va trouver une explication sur les différences d'expression clinique. Il y aura probablement des facteurs génétiques qui seront importants. Et dans ces facteurs génétiques, il y aura sans doute la manière de se défendre rapidement par la production d'une substance qu'on appelle l'interféron contre ces virus. Alors, je cite l'interféron parce qu'il est aujourd'hui testé en thérapeutique dans certains essais cliniques. Alors, il y a d'autres hormones du système immunitaire, d'autres cytokines qui sont produites un peu plus tard, et ce sont en fait elles qui sont responsables des situations dramatiques aux soins intensifs. C'est un excès d'inflammation lié à une réponse immunitaire qui est tardive. Alors, on ne sait pas pourquoi ces inflammations extrêmes se développent, mais ce que l'on sait, c'est qu'au moment où ces lésions pulmonaires tellement sévères se développent, sans doute que le virus lui-même n'a plus tellement de rôle. Ce qui a un rôle, c'est la réponse de notre système immunitaire que ce virus a induit. Alors, l'autre aspect important, évidemment, des réponses, ce sont ces anticorps. Alors là, peut-être un mot qui est intéressant à, disons, souligner, c'est que nous produisons différents types d'anticorps. Alors, les fameux tests sérologiques dont on parle tellement et dont on va, en fait, je peux vous dire, parler de plus en plus, mesurent les anticorps présents dans le sang. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que vis-à-vis d'un virus comme celui-là, qui pénètre par les voies aériennes, par, disons, la sphère nasopharyngée, il y a d'autres anticorps qui sont produits localement au niveau des muqueuses, qui jouent sans doute un rôle très important dans les défenses. Ces anticorps, on ne les mesure pas encore, en tout cas en routine. Ça nécessiterait effectivement encore certains types de recherches qui sont en cours. Je pense personnellement que ce sera très important parce qu'on va peut-être démontrer que finalement certains individus sont protégés non pas par des anticorps qui circulent dans leur sang, mais par des anticorps qui sont produits localement au niveau de leur muqueuse. Maintenant, parmi les anticorps qu'on retrouve dans le sang, certains, comme je l'ai dit, vont neutraliser le virus et vont donc témoigner de cette immunité qu'on espère tous. Mais il faut savoir que des anticorps sont produits qui n'ont pas d'effet, qui sont simplement vont reconnaître des parties du virus. Les anticorps sont des substances qui ciblent très spécifiquement, disons, des parties du virus. Un anticorps va reconnaître un antigène, c'est comme ça qu'on appelle la cible au niveau du virus. Un anticorps va reconnaître un type d'antigène qui peut être présent au niveau du noyau du virus. Un autre anticorps va reconnaître un antigène présent au niveau de l'enveloppe extérieure du virus. Et voilà. Et donc, ce sont ces anticorps qui reconnaissent l'enveloppe extérieure, ce sont les anticorps importants pour la défense parce que ce sont eux qui peuvent empêcher le virus de pénétrer dans la cellule. Alors, les autres anticorps, eh bien, ils peuvent ne pas avoir d'effet, notamment les anticorps qui sont produits contre des antigènes qui sont libérés par les virus morts. Et puis, il y a d'autres anticorps, et j'en parle parce que ça va être une des questions essentielles dans le développement des vaccins. Il y a malheureusement des anticorps qui facilitent la pénétration du virus dans l'organisme. Et donc, on sait que ces anticorps, dits facilitants, peuvent poser des problèmes dans le développement des vaccins. On l'a vu avec le vaccin contre la dengue. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais donc ça va certainement être une des questions majeures dans le développement des vaccins contre ce coronavirus, c'est d'être sûr que les anticorps produits ne pourraient pas, chez certains individus, disons, aggraver une infection ultérieure, mais disons, on sait que le problème existe et donc il sera évalué très tôt dans le développement des vaccins. Alors peut-être un point encore à propos de ce qu'on ne connaît pas encore bien. On sait que le virus mute, c'est-à-dire le virus change. Il a déjà changé depuis l'origine de l'infection. Jusqu'ici, ces mutations ne semblent pas affecter, je suis prudent, j'utilise le conditionnel, ne semblent pas affecter le pouvoir, disons, de toxicité du virus, ne semblent pas affecter sa capacité à
ou augmenter sa capacité à induire la maladie. Et il ne semble pas non plus permettre au virus d'échapper à ces fameux anticorps. Et donc ça, c'est la différence avec d'autres microbes comme des parasites, comme le trypanosome, comme le virus HIV, qui va échapper aux réponses du système immunitaire grâce à ces mutations, qui font que l'antigène dont je vous parlais, qui est ciblé par le virus, eh bien, si cet antigène change, l'anticorps que vous avez produit ne va plus vous permettre de vous défendre. Cette situation que l'on continue à craindre, ou en tout cas, disons qu'on va devoir évaluer pour ce virus, si aujourd'hui n'a pas été encore rencontré. Donc, on pense aujourd'hui que les anticorps produits vont reconnaître des régions qui ne sont pas l'objet de mutations. Et juste en quelques minutes pour vous dire comment on le sait. On le sait parce que ce virus a deux cousins, voire on pourrait même dire frères et sœurs, qui sont notamment ce virus SARS qui a causé cette épidémie de pneumonie dans les années 2003. Eh bien, on a pu produire des anticorps à partir des globules blancs de sujets qui ont guéri de cette pneumonie en 2003-2004. Et ces anticorps sont très actifs contre le virus Covid-19. Donc, ça veut dire qu'il y a, disons, des antigènes qui ont été conservés et qui peuvent servir, comme j'ai dit, de cible pour des vaccins, voire pour des médicaments. Je ne sais pas si on aura le temps de faire allusion à ces formes d'immunothérapie. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si elle se confirme que les mutations ne permettent pas d'échapper aux réponses du système immunitaire. Alors, pour terminer, quelques pistes de ce qui nous attend. Alors, évidemment, bon, ce qui nous attend, ce qu'on espère tous, c'est un vaccin. Alors, les premiers vaccins vont être testés, y compris dans notre pays, j'espère, dans le courant de l'été. Vous savez que le seul vaccin véritablement européen, soutenu par des fonds européens, est développé par une firme allemande qui s'appelle CureVac et dont le président est Jean Stéphane, que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Et donc, j'imagine que le fait que ce soit Jean Stéphane n'y est pas étranger. Donc, on aura sans doute dès cet été un certain nombre de volontaires humains qui recevront les premières injections de ce vaccin en expérimentation. Mais bon, il faut bien voir qu'il ne suffit pas d'avoir un vaccin dont on démontre qu'il induit une réponse immune qu'on espère protectrice, qu'il est sûr, qu'il n'induit pas d'effets secondaires, disons, qui fassent que finalement il puisse être utilisé. Il faut encore le produire en quantité. Là, il y a un défi énorme, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y a des industriels ou des personnes proches du monde industriel, mais Édouard pourrait vous expliquer ça mieux que moi. Le défi va être d'arriver à produire ces vaccins en quantité suffisante et avec un rythme suffisant. Et c'est là qu'aujourd'hui, des grands industriels, mais aussi, disons, des gens comme Bill Gates et des équivalents de Bill Gates, qui en fait, il y en a en Inde aujourd'hui, ont décidé d'investir dans des usines qui sont en train d'être construites pour produire des vaccins dont on n'est pas du tout sûr aujourd'hui qu'ils seront efficaces. Simplement, on est obligé d'anticiper parce que sinon, on va perdre un temps considérable. Donc, encore une fois, il n'y a pas que la science, il y a tout le développement industriel, le manufacturing, la production, la distribution derrière qui vont présenter un défi considérable. En attendant, eh bien, on est à la recherche de traitements antiviraux. Là encore, la Belgique est à la pointe, notamment avec Johnson & Johnson, les équipes de la KU Leuven et quelqu'un comme Paul Stoffels qui, disons, dirige toute la recherche de Janssen, mais qui est aussi impliqué dans des collaborations évidemment avec KU Leuven, qui est vraiment un centre mondial dans le domaine de la chimiothérapie antivirale. Donc on espère effectivement que des traitements vont aboutir. Personnellement, je m'intéresse surtout à un type de traitement qu'on connaît depuis Jules Bordet, qui sont les immunothérapies. Alors au départ, on injectait du sérum ou
du sang, même de sujets convalescents. Et puis, bon, on a purifié le plasma, puis on a purifié les anticorps. Eh bien, la Croix-Rouge que Édouard Croufert dirige est aujourd'hui engagée dans des essais cliniques où on collecte du plasma chez des gens qui ont guéri du Covid-19 et on va essayer de voir si, en administrant ce plasma chez des individus qui souffrent de la maladie, on peut accélérer leur guérison. Voilà, donc je terminerai peut-être simplement, si vous me donnez encore quelques minutes, pour vous dire que, évidemment, bon, le traitement, les vaccins, c'est bien. Bon, les vaccins, ça sert à prévenir. Aujourd'hui, la seule manière qu'on a de prévenir la transmission du virus, eh bien, c'est ce qu'on a tous connu, ce qu'on connaît encore, hein, ce sont les contraintes liées au confinement. Et simplement, je voudrais terminer là-dessus, parce que c'est là-dessus que ces jours-ci, avec d'autres, en particulier des académies, nous nous mobilisons. C'est effectivement l'importance d'essayer de voir où se trouve ce virus et de faire en sorte que ces mesures de confinement, au lieu d'être généralisées, d'être imposées à tout le monde, eh bien qu'on puisse repérer les foyers où le virus est concentré et, disons, adopter des mesures beaucoup plus ciblées, y compris des mesures de confinement très strictes, mais aux endroits où le virus se trouve, où il s'accumule, il se transmet. Et ça nécessite effectivement du tracing, c'est-à-dire lorsqu'on fait le diagnostic d'une personne infectée, c'est d'essayer d'identifier les personnes à qui elle aurait pu transmettre le virus du fait de contacts rapprochés. Et le point sur lequel, moi en particulier, je me base, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces personnes, c'est tellement évident qu'il faut tester ces personnes pour voir si elles-mêmes ne sont pas porteuses du virus. Et bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, dans notre pays, ce n'est pas ce qu'on fait. Quand la personne contact à haut risque a été identifiée, essentiellement, on lui dit, écoutez, madame, il faut rester, ou monsieur, vous devez rester chez vous, bien isolé pendant 14 jours. Et si vous avez des symptômes, surtout appelez-nous, on viendra faire le test. Le problème, c'est que ça peut à ce moment-là être trop tard. Ces gens-là, comme je l'ai dit, avant même qu'ils ont des symptômes, pourraient transmettre à d'autres ou l'ont peut-être déjà transmis. Et donc, il est excessivement important de faire ce testing, ce diagnostic le plus rapidement possible, une fois qu'on a identifié une personne à risque. Et donc, si vous voulez, je pense que, compte tenu du temps imparti, je vais peut-être rester là-dessus, faire juste deux commentaires par rapport à l'importance du lien entre la réflexion médicale, scientifique et l'économie. Évidemment, aujourd'hui, le défi, c'est de relancer l'économie dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Et donc, pour ça, il y a effectivement un dialogue qui est très important. C'est ce qu'on essaie effectivement de faire à l'Institut I3H. Le co-directeur de l'Institut, Mathias de Watripon, en fait, est membre de ce comité, disons, GES, qui conseille la Première ministre sur le déconfinement. Donc, nous discutons régulièrement parce que je pense qu'il est très important qu'en même temps qu'on considère l'économie, on voit comment, de la façon la plus intelligente et logique possible, on peut faire bénéficier, disons, le monde politique des avancées de la science. Et je peux vous dire que là, il y a encore des progrès à faire dans notre pays. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Goldman. C'était très intéressant et surtout, vous êtes parvenu à vulgariser un sujet scientifique qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors, il y a plusieurs questions, des questions générales et des questions plus particulières. Je vais peut-être commencer par les questions plus générales, justement concernant un petit peu les vaccins et les traitements. Donc, un membre nous dit, voilà, en attendant le vaccin, un représentant de l'OMS a préconisé et a conseillé de se faire vacciner contre la grippe et la pneumonie au début de l'automne. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sera efficace? Oui, alors là, bon, je pense qu'il faut lever une ambiguïté. Je crois que ce qu'il a voulu dire, enfin, j'imagine en tout cas, c'est que
aujourd'hui, on lie tout au Covid-19 et on peut comprendre pourquoi. Je pense que parmi les conséquences de cette pandémie, il va y avoir des conséquences importantes qui sont liées au fait qu'on néglige les autres maladies, pas seulement les maladies infectieuses d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de patients, enfin nous-mêmes sans doute, enfin tous branchés là-dessus, donc certainement qu'il y a moins d'attention portée à des fléaux comme l'hypertension artérielle, pour prendre cet exemple-là, ou le diabète, qui sont des pathologies excessivement fréquentes, qui souvent sont ignorées, non diagnostiquées et qui créent des dégâts importants à long terme. Et donc, parmi, disons, ces maladies négligées, il y a les autres maladies infectieuses. Et donc, vis-à-vis d'autres maladies infectieuses, heureusement, on a effectivement des stratégies possibles, en particulier les vaccins. Et c'est vrai que même si le vaccin antigrippal, son efficacité varie d'une année à l'autre, eh bien, on le recommande, en particulier chez les sujets dits à risque, et en particulier les sujets dits à risque, les sujets pas dits à risque, les sujets à risque pour le Covid-19. En fait, ce sont les mêmes. Il faut savoir que chaque année, on ne vous donne pas les chiffres tous les jours à la télévision, mais il y a tous les jours dans notre pays des gens qui meurent de grippe. Et donc, ce qu'il a voulu dire, c'est ne négligeons pas les autres maladies infectieuses contre lesquelles on peut se protéger, en particulier chez les sujets plus âgés, donc où effectivement la vaccination contre la grippe, la vaccination contre le pneumocoque cause des pneumonies qui elles aussi tuent chaque année. On dispose de bons vaccins. Il y a une autre maladie contre laquelle on dispose d'un bon vaccin, qui est d'une maladie qui peut être très invalidante, en particulier chez les sujets âgés, qui est le Zona. Donc, c'est un vaccin qui s'appelle Shingrix. Je sais qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement par ailleurs de ce vaccin, donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il est disponible en Belgique. Il faudrait vérifier. Mais en tout cas, pour ce qui est du vaccin anti-grippe et du vaccin anti-pneumocoque, ces vaccins sont là. Et je pense que c'est très important que disons, les citoyens eux-mêmes, les médecins généralistes, les pharmaciens attirent effectivement l'attention d'être vaccinés. D'autant qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait à certains moments, et ça a été démontré, des infections combinées, Covid-19 plus un autre virus, ou en tout cas une autre bactérie comme le pneumocoque. Et ça peut être évidemment à l'origine de situations catastrophiques. Donc, sans vouloir être trop long, je voudrais quand même vous dire qu'une des préoccupations qu'on a vraiment par rapport aux enfants, c'est les vaccinations habituelles contre la rougeole, la rubéole, les oreillons. Et donc, nous sommes très inquiets du fait que les vaccins qui doivent être donnés à des moments bien précis, comme vous savez, ne l'aient pas été. Et donc, j'espère qu'on n'aura pas à revivre des épidémies de rougeole comme, vous le savez, on en a vécu au cours des dernières années. Et donc, je pense, mais c'est un autre débat, si vous voulez, vous me réinviterez l'année prochaine, qui est tout le problème de la confiance dans les vaccins. Si vous voulez, en tout cas, je pense que c'est très important de remettre les vaccins effectivement à l'ordre du jour et d'attirer l'attention sur leur importance. Voilà, j'ai répondu un peu longuement. Ok, et alors juste un tout petit complément par rapport à cette question aussi. On parle beaucoup de médecine parallèle, naturelle, de plantes et de tout ce qu'on peut imaginer. Booster son système immunitaire en prenant de la vitamine C et des jus de légumes et tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que pour vous, c'est un petit plus ou ça n'aidera absolument pas par rapport au Covid si on devait être infecté? Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ces questions. Parce que, bon, je pense que rien n'est démontré. Donc, je crois que quand ce sont des choses dont on peut être complètement sûr qu'elles sont inoffensives, bon, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les recommander. Ce qui m'inquiète parfois un peu, c'est le coût de certains de ces produits qui sont effectivement vendus dans cet état d'esprit, avec cette idée. Donc, je me dis qu'on a peut-être mieux à faire avec, enfin, en particulier ceux qui aujourd'hui connaissent des situations financières difficiles. Mais bon, ceci dit, il y a des choses que l'on sait. Le système immunitaire, quand on dort mal, il est mis à mal.
Quand on boit trop d'alcool, il est mis à mal. Quand on est trop stressé, il est mis à mal. Ça, ce sont des choses qui sont bien documentées, sur lesquelles on peut agir relativement facilement. Enfin, facilement, c'est vrai que, je ne sais pas ce que c'est pour vous. Moi, je bois plutôt plus d'alcool qu'en temps normal. Hein. Donc, c'est vrai que ce n'est pas si facile. Donc, on est tous bon, sous pression. Et donc, voilà. Mais enfin, il faut le savoir. Donc, si on veut protéger son immunité, il faut être attentif à ces choses-là. Bon, voilà. Maintenant, je pense qu'une alimentation équilibrée, être sûr qu'effectivement, l'apport en vitamines est satisfaisant. Mais bon, vous voyez, par exemple, pour les gens entre guillemets, plus âgés, je pense qu'être sûr qu'on a, disons, un stock de vitamine D suffisant et que de cette façon, quelque part, on prévient l'ostéoporose, bon, les fractures pathologiques, c'est au moins aussi important. Donc, je pense qu'avoir une vie équilibrée, c'est certainement une bonne idée, aussi pour son système immunitaire. Voilà, maintenant, bon, je pense qu'il n'y a pas de remède miracle. Maintenant, bon, je le déclare, donc j'ai un conflit d'intérêt en ce qui concerne les probiotiques, parce que moi-même, je conseille une société, disons, qui développe des probiotiques. Donc, c'est vrai qu'il y a, pour ces médicaments-là, certaines indications qu'effectivement, ils pourraient être bénéfiques, bon, pas nécessairement sur, disons, le système immunitaire, mais dans d'autres situations, notamment lorsqu'on sort de traitements antibiotiques et aussi dans certaines situations qui touchent à la santé féminine. Mais je ne suis pas là pour faire, disons, la promotion des probiotiques. Simplement pour vous dire qu'il faut faire la part des choses parce qu'on met un peu tous ces produits de parapharmacie dans le même panier et parfois on fait dire à certains produits qui peuvent avoir une utilité dans certaines indications, des choses pour d'autres indications où effectivement leur efficacité n'est pas documentée. Donc voilà, ce sont des sujets très controversés, mais je pense qu'aujourd'hui, disons, comme je l'ai dit, les mesures de tracing, de testing, et pour nous, à titre individuel, suivre les recommandations qui nous sont faites. Et j'espère que de plus en plus, on attirera l'attention de situations particulières ou d'environnements où on doit être encore plus prudent. Je pense que suivre ces recommandations-là, que vous connaissez, elles sont répétées 15 fois par jour à la radio, à la télévision, je pense que ça, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire. Les 5 conseils qu'ils ont donnés, qu'ils ont encore répétés Voilà, hier. Mais alors, justement, pour les personnes à haut risque, bon, bien entendu qu'elles appliquent ces 5 conseils, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire en plus? Parce qu'on a l'impression qu'à part s'isoler, il n'y a pas grand-chose à proposer aux personnes à haut risque, ceux qui ont de l'hypertension, qui sont diabétiques, cancéreux et autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à part rester cloîtrés chez eux et respecter forcément les 5 mesures, si par hasard ils sortaient de chez eux? Oui, non, malheureusement, c'est ça, disons, un peu la situation dramatique aujourd'hui. Je pense que, bah, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas vraiment d'autres mesures à prendre. Ceci dit, et bon, disons, je vous le dis à vous, je ne suis pas sûr que j'oserais le dire devant un plus grand public, on a quand même aujourd'hui l'impression que dans les hôpitaux, il arrive moins de cas, mais que sur les cas qui arrivent, ils sont aussi moins dramatiques, pour des raisons qu'on ne comprend pas. Ça peut être lié à la charge virale, ça peut être lié au climat, au changement de climat. On ne sait pas. Bon, alors, il faut être prudent, évidemment. Disons, c'est d'ailleurs quelque chose que je souhaiterais que Scienza nous documente beaucoup plus clairement. Mais disons qu'on a l'impression que non seulement il y a moins de cas, mais que les cas qui arrivent sont moins dramatiques. C'est une impression, ne le prenez pas pour argent comptant. Donc on va voir, mais bon, je pense que c'est bien aussi parfois disons, au moment où d'autres parlent de deuxième vague inévitable, bon, ça n'est pas documenté non plus, donc peut-être qu'il faut contrebalancer les visions pessimistes avec des visions plus optimistes, même si il reste beaucoup de points d'interrogation et qu'on ne peut pas exclure effectivement non plus une résurgence. Moi je pense quand même que ce qui se passe, et quand on voit ce qui se passe dans les autres pays,
parce qu'il y a quand même disons, des foyers qui réapparaissent. On l'explique très bien en France avec ces clusters, ça s'est passé en Corée avec cette personne unique là, qui ont contaminé 50 personnes en fréquentant des boîtes de nuit. Donc il y a des situations très particulières, des environnements très particuliers, évidemment, environnements eux-mêmes très confinés, où les contacts sont très proches, où là, il faut faire excessivement attention, ça c'est tout à fait clair. Je pense que c'est vrai que les restaurants, il va falloir faire attention de ne pas être trop proche. Enfin bon, il y a des… Et donc, on va devoir de plus en plus être… Parce qu'il faut quand même revivre, même lorsqu'on a un certain âge. Donc, et je pense qu'il va falloir apprendre progressivement à ce qui est à très haut risque et ce qui est probablement raisonnable. Et donc, je pense qu'on n'y est pas. On va devoir y aller progressivement. Je crois que c'est le rôle des responsables politiques qui, aujourd'hui, je trouve… Et je comprends, surtout, ils ont attention, ne disons pas ça, parce que alors les gens ne vont plus respecter les mesures. Donc voilà, bon, tout ça, attention, la deuxième vague arrive. Bon, peut-être qu'elle va arriver. Je crois que le risque, c'est qu'elle arrive plutôt à l'automne, mais on n'en sait rien. Franchement, on n'en sait rien. Elle n'arrivera peut-être pas non plus. À court terme, je ne suis pas, bon, je ne suis pas trop inquiet, parce que je pense que dès qu'on va voir quelque chose apparaître, on va pouvoir le contrôler. Oui, on a la connaissance aussi maintenant, avec un peu de recul. Alors, à côté de cette éventuelle deuxième vague, on a aussi cette fameuse virologue chinoise Shi Zhengli qui pense que d'autres coronavirus vont se développer dans la population parce qu'il existe déjà dans la nature et que le Covid-19 ne serait que la pointe de l'iceberg. Qu'en pensez-vous? Affabulation? Non, oui, c'est ça qui est difficile. Je ne vais pas vous dire que c'est de la fabulation. Il y a tellement de choses qui sont possibles, bon, y compris ici dans cette pandémie. Je ne sais pas, peut-être que la semaine prochaine, tout à coup, bon, regardez ces maladies très rares chez les enfants, là, ce syndrome de Kawasaki, très rare, hein, c'est un enfant sur 1000 infectés, donc ça ne doit pas empêcher la réouverture des écoles. Mais bon, on l'a découvert, on l'a appréhendé, mais c'est juste les enfants. Moi, je peux vous dire, pas plus tard qu'hier, on m'a parlé de 2 cas chez l'adulte. Bon, des gens qui n'avaient pas été diagnostiqués. Il a fallu qu'un médecin intelligent remonte l'histoire il y a un mois. Il s'est rendu compte qu'il y a un mois, cette personne avait eu un problème de l'odorat, donc il lui a fait faire un test sérologique parce que les anticorps persistent quand même heureusement un certain temps. Et donc on se dit maintenant, c'est probable. Donc on a encore tellement d'incertitudes et de choses à apprendre. Donc ce qu'elle dit, des coronavirus, il y en a plein dans la nature. Vous savez, quand vous faites un rhume, banal, c'est un coronavirus, il est simplement d'une autre famille. Oui. Alors ici, on a affaire à des coronavirus d'une famille particulièrement toxique, qui est, bon, il y en a 3, hein. Il y a ce virus qui a causé la pneumonie SARS en 2003, essentiellement en Asie, et il y a eu un foyer au Canada, aussi à Toronto. Et puis, il y a eu plus récemment, plus proche de nous, ce syndrome qui a frappé les pays du Moyen-Orient, qu'on appelle MERS. Ça, ce sont 3 coronavirus qui sont frères et sœurs pratiquement. Mais la bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est que lorsque l'on a une arme contre un des 3 virus, cette arme est efficace contre les 2 autres. Donc, même s'il devait y avoir un autre coronavirus, on peut raisonnablement aujourd'hui espérer que tout ce qu'on aura développé contre ce coronavirus-ci pourra être utile. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, on a quand même appris. Donc, je pense que s'il devait y avoir un nouveau coronavirus, on devrait, disons, le considérer plus rapidement, plus sérieusement et plus efficacement. Très bien. Quelques questions par rapport aux enfants, parce qu'on entend un petit peu de tout. Alors, il y a des choses peu cohérentes. On permet d'en remettre quelques-uns à l'école, seulement quelques-uns, mais à côté de ça, on permet les camps d'été, des mouvements de jeunesse et autres. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de politique là? Et qu'en est-il finalement des risques et pour les enfants et pour les personnes qui côtoient? Vous voyez, bon, là, on rentre dans un domaine où bon, mes compétences, je dis pas, enfin, oui, s'arrêtent, je dirais. Bon, moi, si vous voulez, ce dont je peux facilement vous parler et expliquer, c'est ce qui est basé sur la science. Après ça, à côté de la science, dans la politique du gouvernement, il y a des tas de choses qui interviennent. Et je ne dis pas qu'elles ne doivent pas intervenir, c'est notre vie, c'est l'organisation de la société qui sont
des choix de nature, oui, politique ou sociale. Et c'est vrai que parfois, dans ces choix, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre sur un plan strictement scientifique. Donc moi, je ne vais pas ni les défendre, ni les attaquer. Comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, je ne voudrais pas être à la place des politiques aujourd'hui. La seule chose, c'est que je trouve que lorsqu'ils doivent prendre des décisions purement basées sur la science, bon, mais ils ne reçoivent pas toujours, je trouve, les meilleurs avis, les plus éclairés. Mais pour le reste, pour les questions que vous posez, pour moi, bon, c'est des décisions difficiles qu'il faut prendre, dans lesquelles il faut balancer différentes considérations. Pour les enfants, moi-même, j'ai évolué dans ma réflexion après en avoir parlé avec des collègues pédiatres, mais aussi avec des gens, disons, spécialisés dans la santé des enfants. Je pense que ce qui s'est passé, bon, et ce qui se passe encore avec ces enfants qui ne vont pas à l'école, c'est bon, enfin, c'est vraiment désastreux par certains aspects, à la fois pour les gosses et pour les familles. Bon, moi, j'ai la chance d'être grand-père, donc mes petits-enfants sont là, on s'en occupe et tout va bien. Mais bon, je vois déjà rien que pour leurs parents. Enfin bon, je veux dire, c'est terrible le fait qu'on ait fermé ces écoles pendant aussi longtemps pour les enfants, pour leurs parents. Et bon, enfin, vous avez lu l'appel des pédiatres. Il y a aujourd'hui vraiment un souci à la fois bon, pour le développement des enfants au plan psychologique et intellectuel, mais je dirais bon, pour les problèmes de santé mentale au sens large dans la population. Donc bon, et tout ça doit être quand même pris en compte. Je pense que bon, permettre aux gosses quand même d'aller à des camps de vacances, c'est sans doute une bonne idée. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas retourner plus vite à l'école? Vous le savez comme moi, vous le lisez comme moi. Il y a aussi l'attitude de certains enseignants, il y a des considérations autres qui interviennent. Bon, c'est compliqué, C'est disons très que difficile. là-dedans, Tout à fait. voilà. Alors, des questions un petit peu sur nos statistiques. Comment se fait-il que nos statistiques étaient parmi les moins bonnes au niveau européen? Donc, nous avons eu un taux de mortalité supérieur aux autres pays européens. Alors, est-ce que c'est une façon de comptabiliser les décès ou est-ce qu'on a attendu un peu trop tard pour hospitaliser certaines personnes à force de leur dire de rester chez eux? Comment est-ce que vous pouvez expliquer les choses? Quelle est votre opinion? Bon, écoutez, d'abord, l'analyse n'est pas encore faite, hein, donc je pense qu'il faut être très prudent aujourd'hui. Elle va être faite, je suis sûr qu'il y aura plein de thèses dans les universités, dans différentes disciplines, pour mesurer les réponses et, disons, les performances respectives des différents pays. Bon, alors moi, je ne vais pas rentrer sur des points, enfin, c'est pas des points de détail, mais bon, toute la controverse sur les masques, est-ce que bon, on a été assez vite, ce qui a été dit au début de l'épidémie, enfin bon, je pense qu'il y a des erreurs qui ont été commises, plus chez nous qu'ailleurs, je n'en sais rien, il y a des choses qui ont été dites sur base d'arguments scientifiques qui reposaient en fait sur des arguments non scientifiques parce qu'on n'était pas prêt, on n'avait pas les masques, on n'avait pas les tests. Bon, voilà, mais ça, on n'est pas les seuls. Je ne pense vraiment pas qu'on ait fait, en tout cas, beaucoup plus mal que dans des pays voisins comme la France. Je pense que la question qu'on doit se poser, c'est la comparaison avec ce qui a été fait dans nos pays et ce qui a été fait en Asie. Je pense à la Corée, par exemple. Alors, il y a des éléments culturels, mais enfin, là, on a vu quand même qu'on a agi très vite, qu'on a testé très vite, qu'on diagnostiqué très vite. Et bon, ça a eu un impact majeur, y compris sur la mortalité. Dans une mesure assez analogue, en fait, vous regardez l'Allemagne. Moi, c'est quelque chose qui me frappe. L'Allemagne, bon, c'est à côté. Pourquoi est-ce que chez eux, ils ont pu réagir aussi vite, aussi bien? Alors, ils ont peut-être une capacité hospitalière meilleure. Alors, c'est vrai qu'ils avaient une capacité de production de tests meilleure. Mais je pense qu'il y a deux choses importantes qui ont joué. Un, encore une fois, la science. Donc, il se fait qu'à Berlin, à l'hôpital de la Charité, il y a un virologue qui s'intéresse à ces questions depuis longtemps et qui a, dès le début, au mois de début janvier, en Chine, il a, je pense, pris son téléphone
appeler Angela Merkel ou son conseiller ou sa conseillère, lui dit écoutez, il y a un problème là qui arrive, moi je peux vous le dire, et il a été écouté. Et donc ce type qui est maintenant devenu un espèce de héros en Allemagne a effectivement, bon, était un peu le lanceur d'alerte, a permis effectivement que la population, quelque part, réalise tout de suite qu'il y avait un vrai problème, qu'il fallait le prendre en charge, que quelque part, le problème devait être la population elle-même devait se l'approprier. Et ça, Angela Merkel, bon, d'ailleurs, vous avez lu, enfin, ce sont des choses qui sont connues. C'est extraordinaire ce qu'a fait cette femme. Bon, il y en a une autre qui est à la tête de la Nouvelle-Zélande. Regardez, si vous ne l'avez pas fait, les vidéos de cette femme qui explique, je pense, tous les jours ou tous les 2 jours, comment elle vit. C'est remarquable. Elle, enfin, bon, je veux dire, ce n'est pas, disons, l'institutrice qui explique à ces jeunes enfants citoyens que quand même, ils doivent bien se comporter, que sinon, ils vont être punis. Ce n'est pas du tout cette philosophie-là. Enfin, vous voyez, bon, donc il y a une manière de communiquer, de faire en sorte que, comme je dis, ça devient le problème de la population. Bon, alors, notre culture est différente. Bon, voilà, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais je pense qu'il y a là une explication fondamentale pourquoi on a fait moins bien. Et voilà, et disons que moi, ce que je reproche un peu à nos gouvernants, bon, j'ai eu l'occasion de leur dire, de en parler, bon, aussi en privé, mais c'est que autant la crise était quand même très difficile à prévoir. Bon, c'est vrai que ce virologue allemand a été remarquable, mais bon, on aurait pu à ce moment-là, certains pouvaient lui dire, tu affabules, écoute, ça va juste être comme la grippe. On ne savait pas, bon, il sait qu'il avait raison, mais on ne pouvait pas le savoir qu'il aurait raison. Par contre, une fois que la pandémie est arrivée et qu'on a connu cette crise, on savait qu'un jour on allait sortir du confinement. Il y avait une série de choses qu'on pouvait prévoir. Et là, avec d'autres, et bon, je pense que dans les jours, si pas les heures qui viennent, vous verrez la position des différentes académies. On pense que là, en tout cas, on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc ça, on ne va pas le voir dans le chiffre des morts. C'est ça qui est un peu bon, compliqué là-dedans, mais on va le voir peut-être effectivement dans la qualité de notre vie, bon, une fois qu'effectivement le virus a moins circulé. Voilà. Oui, finalement, ceux qui réussiront le mieux aussi, c'est ceux qui repermettront une vie presque normale sans avoir de nouvelles infections. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça, c'est le vrai débat. C'est ça. Parce que vous savez, dire, bon, je suis un peu, bon, non, vous êtes quand même assez nombreux, je dois quand même faire attention à ce que je dis, mais On est en vase clos. oui, considérons que ce n'est pas public. Mais vous savez, au bout du compte, d'ailleurs, ça a été dit, ça. Hein, on disait, le problème, c'est qu'on doit lisser la courbe. Donc, comme je dis, ça veut dire quoi, ça? Ben, il ne faut pas qu'on meure tous en même temps, parce que ça va trop surcharger les hôpitaux. Il faut qu'on meure de façon étalée au cours des mois qui viennent, et comme ça, bon, ben, OK, nos unités de soins intensifs vont pouvoir tenir. Je caricature à peine. Donc, ça veut dire que quelque part dans la stratégie, si on en reste là, eh bien, bon, petit à petit, il faut effectivement. Donc, et la question, c'est à quel rythme? C'est pour ça que je dis, bon, les tests, le tracing, ça n'a jamais guéri personne. C'est pour ça qu'il est tellement important aujourd'hui, peut-être même avant le vaccin, qu'on ait des choses à proposer. Bon, là, on est assez démunis. Mais bon, pour revenir à ce que vous avez dit, je pense que ça, c'est le vrai défi maintenant. C'est effectivement, et c'est évidemment ce que bon, le monde de l'économie nous demande aussi. Pas évident, hein, parce que vous avez une pression du monde économique. Vous avez évidemment qui veulent qu'on mette les gens au travail. Bon, la pression aussi des parents qui n'en peuvent plus de rester à la maison avec leurs enfants. Puis, OK, bon, vous avez différentes choses qui interviennent. Et donc, c'est effectivement difficile. Et donc, ce pourquoi nous plaidons, c'est effectivement d'utiliser la science pour faire le mieux ou le moins mal possible. Et ça veut dire utiliser massivement les tests. Et là, nous, on est assez désolés de voir la manière dont, en particulier, un organisme qui conseille le gouvernement, qui s'appelle Cienzano, garde vraiment la pédale sur le frein autant qu'ils peuvent. Pour des raisons, à mon avis, qui tiennent à la crainte que finalement, les gens se disent, ben, finalement, ça va mieux, on teste et donc
Donc, je peux me dispenser des mesures. Je comprends cette crainte. Hein. Bon, je veux dire, c'est une balance compliquée. Mais bon, c'est ce que j'ai plaidé dans un article du Soir, je crois que c'était la semaine dernière. Je pense que bon, les gens sont plus adultes qu'on l'imagine et je crois que cette forme de paternalisme, d'infantilisation n'est sans doute pas la bonne manière de faire, en tout cas pas la meilleure, mais bon, une opinion un peu personnelle, celle-là. Oui. Encore une question par rapport à la saisonnalité éventuelle de ce Covid-19. Qu'en pensez-vous? Puisqu'il y a eu une saisonnalité du SARS, est-ce que vous pensez que le coronavirus, celui-ci, le Covid-19, pourrait faire l'objet d'une saisonnalité et donc être moins virulent cet été et repartir? C'est une possibilité. Je peux juste vous Oui, dire, on n'a pas je peux encore de juste vous recul. confirmer que c'est une possibilité. Bon, ça va être intéressant d'observer ce qui se passe dans les autres hémisphères à ce point de vue. Bon, vous avez vu ce qui se passe au Brésil. Donc, mais bon, donc c'est une possibilité. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut l'affirmer. Mais bon, je crois quand même que, si vous voulez, bon, même s'il devait y avoir cette résurgence, ben, imaginez, bon, même ça se passerait la semaine prochaine, bon, et ça reste une possibilité avec le déconfinement. Vous imaginez que tout de suite, on va repérer les cas, tout de suite, on va se dire, OK, c'est peut-être ça, donc, bon, tout le monde, donc, je veux dire, on va aller vers, effectivement, des confinements beaucoup plus rapides et beaucoup plus ciblés. Ça me paraît relativement évident. Hein. Oui. Donc, bon, moi là-dessus, je suis assez optimiste. Je n'imagine pas qu'on revienne à un lockdown généralisé qui, bon, même si, Mais non. en fonction de ce que je vous ai dit au début de mon exposé, OK, on n'a pas eu le choix, on a dû faire ça comme on le faisait au Moyen-Âge parce qu'on a été pris complètement dépourvu. Maintenant, on ne le sera plus, on aura des outils, donc on va pouvoir quand même agir de façon plus ciblée et plus intelligente, me Oui, semble. et puis je pense que les gens sont informés aussi, donc les gens prennent moins de risques de facto, parce qu'ils ont un peu peur, ils se protègent et ils évitent les risques importants. Alors encore, pour ne pas prendre trop de votre temps, j'ai une question assez pointue, plus particulière et plus scientifique. Peut-on détecter les cytokines dans une simple analyse sérologique? Tout le monde ne sait pas ce que c'est les cytokines, mais vous, probablement, vous le savez. Ça me ramène quelques années en arrière. En fait, on était assez fiers de ça. Je ne sais pas, peut-être que Édouard, qui était dans la pharma à ce moment-là, se souvient. Vous savez, ces fameux anticorps monoclonaux, on en reparle un peu aujourd'hui dans le traitement. Ben, c'est les anticorps qui ont en gros révolutionné l'immunothérapie du cancer. Hein. Donc, ça, ce sont aussi des anticorps, mais qu'on produit essentiellement par génie génétique. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le premier anticorps qui ait jamais été administré à l'homme l'a été chez des sujets qui étaient des transplantés du rein. Et il se fait que, bon, l'hôpital dans lequel j'étais à l'époque, l'hôpital Erasme, était un des premiers en Europe à l'expérimenter. Et si vous voulez, on a été frappé chez les premiers patients. Bon, on n'en a perdu aucun, mais beaucoup se sont retrouvés dans des situations de détresse respiratoire, aux soins intensifs, avec des points communs, avec d'ailleurs la pneumonie Covid. Et donc, à l'époque, on avait finalement démontré le rôle des cytokines en les mesurant dans le sang. Et donc, c'est une des premières situations de tempête cytokinique dans lesquelles on a effectivement pu démontrer la présence de cytokines qui circulent. Alors, il faut savoir qu'une fois qu'une cytokine circule, en tout cas les cytokines les plus toxiques, la situation est grave. Hein, parce que ces cytokines, comme j'ai dit, elles fonctionnent comme des hormones. Donc, elles sont très importantes, disons, dans les tissus, localement. Mais normalement, on ne les mesure pas dans le sang. Donc, quand une cytokine arrive dans le sang, hein, bon, notamment les cytokines inflammatoires, on est vraiment, bon, soit dans ce qu'on appelle une situation de choc, soit en tout cas dans une situation d'inflammation extrême. Donc, et c'est ce qui se passe effectivement pour le Covid-19. Donc, effectivement, ça peut se mesurer dans le sang quand l'inflammation est extrême. Ok, merci. Alors, question fort différente, qui est presque un peu politique aussi. Croyez-vous à cette théorie, qui est d'ailleurs très soutenue par Trump, qui prétend que le virus
proviendrait d'une fuite, d'un accident involontaire de l'Institut de virologie de Wuhan. Et encore une fois, c'est Possible? C'est bon. Il y a ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, l'OMS, avec l'accord de la Chine, va mener l'enquête. Mon sentiment, c'est que c'est peu probable. Je pense beaucoup plus, disons, à l'origine dans ces marchés avec ces animaux sauvages. Maintenant, je ne peux pas l'exclure. Ce que je voudrais quand même dire, parce que on dit beaucoup de choses sur la Chine. Bon, moi-même, j'ai quelques contacts là-bas. Je pense que, si vous voulez, la science chinoise a quand même remarquablement progressé. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire de voir que les connaissances sur le virus, sur la maladie, aujourd'hui, vous ouvrez les plus grands journaux scientifiques sur le Covid-19, la contribution des scientifiques chinois est vraiment importante. Donc, beaucoup ont d'ailleurs été formés aux États-Unis et sont revenus en Chine. Donc, je pense qu'on a une vision, disons, des scientifiques chinois qui est parfois un peu déformée. Alors, c'est vrai qu'il y a une autre culture, que, si vous voulez, les questions de corruption, de fraude en Chine sont des questions, disons, importantes. Et bon, on doit être évidemment très, très attentif. La culture est aussi différente à cet égard. Mais quand même, de façon générale, ce que les Chinois produisent, je vous ai parlé de ce qu'ils ont fait tout au début de l'épidémie. Je veux dire, ce qu'ils ont montré là, ça a été confirmé. Donc, je pense qu'on peut avoir plus confiance que ce que j'entends habituellement dans la science chinoise. Alors, dans la politique chinoise, ça, c'est une autre affaire, mais ça, je connais moins. C'est autre chose. OK. Écoutez, alors moi, je vais terminer en vous demandant peut-être, si c'est possible, votre soutien. Pensez-vous pouvoir plaider notre cause, à savoir que nous avons une magnifique piscine extérieure, que l'on sait que le virus ne survit pas dans l'eau chlorée. Alors, si vous en avez l'occasion, est-ce que vous pensez pouvoir dire un petit mot là-dessus et plaider pour l'ouverture des piscines extérieures qui sont chlorées? Oui, à mon avis, ça va venir. Pour tout vous dire, moi, je vous parle d'une résidence secondaire à la mer. Donc, j'étais très frustré parce que, et puis finalement, ça a été libéré beaucoup plus tôt que prévu. Oui. À mon avis, les piscines, oui, en fait, j'ai l'impression qu'il faut un peu mettre, quand il y a des groupes de pression qui sont derrière, alors tout à coup, ils lâchent. Oui, c'est un peu embêtant parce qu'ils lâchent du jour au lendemain. À mon avis, c'est plus la science qui va guider. S'il n'y avait que la science, vous pourriez… C'est ça, l'ouvert. Oui. Très bien. Merci. Écoutez, un grand merci de nous avoir consacré autant de temps. Prenez bien soin de vous, comme merci. Il est d'usage de dire. Merci à vous. Merci Michel, mille fois merci. Écoute, merci à toi. J'espère que j'ai répondu à votre attente. Voilà. En tout cas, à la mienne, oui. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci à tous les membres. Et alors, mardi prochain, donc le 2 juin, c'est donc notre président, Édouard, que vous voyez là, qui, avec le directeur général, donc Édouard étant président de la Croix-Rouge de Belgique, qui viendra donc nous entretenir de la Croix-Rouge de Belgique et de tout ce qu'elle fait. Et donc, il présentera ça avec le directeur général de la Croix-Rouge. Donc, on vous enverra le lien, probablement aussi 1 heure avant la conférence, c'est plus facile. Afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Merci beaucoup à tous. Voilà. Merci. Il vous parlera du Covid, je suis sûr. À bientôt. Merci. Au revoir.